Cette vidéo est sous-titrée en plusieurs langues. Bienvenue au musée de l'air et de l'espace du Bourget à Paris, l'un des plus grands musées aéronautiques du monde. Entre avions de chasse, fusées Ariane, Concorde et hangars historiques, je vous embarque dans une visite passionnante entre ciel, histoire et technologie. Maintenant, ouvrez grand vos yeux, je vous emmène avec moi. Je suis devant les portes du musée de l'air et de l'espace, situé sur l'aéroport mythique du Bourget. Deux statues emblématiques accueillent les visiteurs, Nungesser et Colly, qui ont tenté en 1927 la première traversée aérienne sans escale de l'Atlantique Nord. Malheureusement, ils ont disparu en mer et leur destin reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Il y a aussi un monument dédié aux pilotes d'essai qui rend hommage aux aviateurs qui ont consacré leur vie à tester les limites des aéronefs, souvent au péril de leur vie. Le musée a été transféré sur le site de l'aéroport en 1975 et installé en partie dans l'ancien terminal Art déco construit en 1937. À l'intérieur, je retrouve parfaitement l'esprit Art déco du bâtiment d'origine, avec ses grands volumes et ses espaces dédiés aux arrivées et aux départs. Le musée est divisé en plusieurs sections. Je commence par le hall des pionniers de l'air, un espace consacré au début de l'aviation, des premières montgolfières aux tout premiers avions. Je vous laisse maintenant découvrir quelques-uns des tout premiers avions exposés ici, avec leur structure fragile, mais qui ont pourtant marqué les débuts de l'aviation moderne. Ici, le Santos Dumont 20, un des premiers avions ultra-légers conçus en 1907. Juste à côté, l'Antoinette Type 7 date de 1908. Avec son fuselage effilé et son moteur innovant pour l'époque, elle faisait figure d'avion de course avant l'heure. Ici, le REP Type D de 1910. Il se distingue par son fuselage métallique, une rareté à l'époque. Le célèbre Blériot 11, mais dans sa version biplace de 1914. C'est avec un modèle comme celui-ci que Louis Blériot a traversé la Manche en 1909, une première historique. Et voici un REP type K de 1913, plus abouti que le type D avec une structure plus solide. Me voici maintenant dans la section consacrée aux avions de la Grande Guerre. Le Fokker D-7, un avion de chasse allemand de 1918. Redouté par les Alliés, il était tellement performant qu'il fut explicitement mentionné dans le traité de Versailles pour être saisi. Le Breguet 14A2, un biplan de 1917. Construit en grande série, il était rapide, solide et a servi jusque dans les années 1920. Le Junker J9 de 1918. Il marque un tournant dans l'aviation militaire. Avec sa structure entièrement métallique, il annonce déjà les avions modernes de l'entre-deux-guerres. Et voilà le Nieuport 11, qu'on appelait affectueusement le bébé. Léger, maniable, il a été l'un des premiers avions alliés capables de rivaliser avec les chasseurs allemands au début de 1916. Je suis maintenant sur le tarmac devant le Boeing 747, ce géant du ciel qui a marqué l'histoire de l'aviation. Surnommé la Reine des Cieux, il a été pendant des décennies l'avion de ligne le plus emblématique du monde. D'abord pour vous faire découvrir son intérieur. Voici les sièges de la classe supérieure de l'époque. Le confort était déjà là, mais on est loin des standards actuels de la business ou de la première classe. En revanche, ce petit salon sur le pont supérieur, c'était vraiment le top du luxe à l'époque. Je jette un œil au cockpit qui est une véritable forêt de cadrans et de leviers. Sur ce tarmac, on peut aussi voir plusieurs avions militaires comme ce Mirage F1, un chasseur emblématique de l'armée de l'air française dans les années 70 et 80. Et juste à côté, un Rafale A, signé Dassault.
C'était le tout premier prototype de ce chasseur multirôle devenu l'un des fleurons de l'aéronautique française. Je continue avec ce super étendard, un avion embarqué qui a longtemps été la fierté de l'aéronavale française. Impossible de ne pas passer à côté du Jaguar E. Cet avion d'entraînement biplace a formé plusieurs générations de pilotes. Me voilà dans le hall dédié à la Seconde Guerre mondiale. Je peux y observer un Douglas AD Sky Raider, avion d'attaque utilisé bien après la Seconde Guerre mondiale, notamment en Indochine et en Algérie. Ici, un P-51 Mustang, célèbre pour avoir escorté les bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Le P-47 Thunderbolt, surnommé le bulldozer volant. Solide et redoutable, il a joué un rôle clé dans les missions d'attaque au sol pendant la guerre. Le Douglas C-47 Skytrain. Cet avion de transport a été un pilier du débarquement de 1944, parachutant des milliers de soldats derrière les lignes ennemies. Et pour finir dans ce hall, le fameux Supermarine Spitfire LF, véritable icône de la bataille d'Angleterre. Cette salle est dédiée à une page méconnue mais passionnante de l'histoire, celle de l'escadrille Normandie-Niemen. En 1943, ces pilotes français ont rejoint le front de l'Est pour combattre aux côtés de l'armée rouge. Ils pilotaient ce Yak-3, l'un des meilleurs chasseurs soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce hall, me voici maintenant face à Sa Majesté le Concorde, un avion mythique, fruit de la coopération franco-britannique qui volait 2 fois plus vite que le son. Le confort à bord était sommaire, avec de petits sièges dans un fuselage étroit, mais voyager en Concorde, c'était voler à Mach 2 au-dessus des nuages, et atterrir à New York avant même l'heure de votre départ. Un voyage de 3h30 contre plus de 7 heures aujourd'hui. Je me trouve maintenant dans un hall qui est consacré aux avions qui ont marqué l'histoire de l'armée de l'air française. Comme ici, un Mystère 4, avion de chasse français qui a marqué les débuts de l'aviation à réaction dans l'armée de l'air avec son tout premier vol en 1952. Ou ce tout premier prototype de Mirage 2000, célèbre série d'avions de chasse qui a marqué un tournant technologique dans l'aéronautique française. Je passe maintenant dans le hall consacré aux hélicoptères, et voici la Gazelle, un appareil léger mais redoutablement efficace. Le Sikorsky H-34, conçu dans les années 1950 et reconnaissable à sa silhouette massive. L'Alouette 3, pilier des missions de secours en montagne. Dans ce dernier hall consacré à l'espace, je découvre une impressionnante collection de satellites. Et voilà, ma visite du musée de l'air et de l'espace touche à sa fin. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'y aller vous-même. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, likez, activez la cloche. Il y a déjà plein de vidéos similaires sur ma chaîne et d'autres arrivent très bientôt.